Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct du Théâtre de Laval dans le cadre du Festival du premier roman et des littératures contemporaines de Laval. Et nous vous proposons un grand entretien avec Laurent Mauvigné. Cet entretien qui a été intitulé « Laurent Mauvigné ou l'expressivité de l'écriture ». Bonjour Laurent. Bonjour. Écrivain qui a publié des essais, des récits, des pièces de théâtre, des romans. Je citerai quelques-uns, Loin d'eux, 99, prix RTBF, Apprendre à finir en 2000, qui a eu plusieurs prix littéraires, on ne va pas tous les citer, mais de beaux prix littéraires. Ceux d'à côté en 2002, Seul, 2004, là, Dans la foule, entre autres prix du roman Fnac, Des hommes en 2009, qui a eu aussi plusieurs prix, ce texte, Autour du monde, Continuer, et Histoire de la nuit, roman paru à la rentrée 2020 aux éditions de Minuit. Il écrit aussi pour la télévision et le cinéma. Rendre la parole à ceux qui ne l'ont pas prise, les taiseux, donner à voir les désastres qui en anéantissent tant d'êtres, guerres et conflits, blessures physiques ou non apparentes, suicides, viols, évoquer les drames qui ont marqué un certain nombre d'êtres. Voilà l'univers de Laurent Mauvigné, qui est celui des êtres pris en prise avec le réel, qui tentent de vivre leurs rêves malgré l'impossibilité que leur oppose la vie et qui tentent de surmonter leur traumatisme. Il travaille à l'élaboration d'une œuvre qui est déjà conséquente, mais qui est à venir, dont le roman est le pivot, mais qui cherche aussi vers le cinéma et le théâtre. Je rappelle aussi qu'entre autres prix qu'a eu Laurent Mauvigné, il y a eu le Grand Prix de littérature de la SGDL en 2015 pour l'ensemble de son œuvre, qui est encore à venir, je le répète. Alors, Laurent, cette présentation de toi, disons que ton univers est celui des êtres pris avec le réel qui en difficulté, est-ce que ça te va, ça, ou c'est un peu incomplet? Oh, bah, c'est comme toutes les présentations, c'est toujours à la fois juste et un peu réducteur, enfin un peu réducteur peut-être pas en même temps, mais en tout cas perçu pour moi comme un peu, je sais pas. J'ai toujours, mais bon, moi quand on me parle de Laurent Mauvigny, j'ai toujours l'impression qu'on me parle d'un mec que je connais pas, donc il y a un truc qui dissocie toujours un peu l'écrivain de celui qui écrit. Sinon, parce que quand on entend ça, moi je me dis bah c'est bien, et ça doit être très bien tout ça. Puis, mais quand j'écris, je suis pas du tout ce monsieur qui a l'air d'avoir fait des choses et tout ça. Moi, quand j'écris, j'ai rien fait en fait. C'est-à-dire, je commence quoi, toujours. C'est toujours commencer ou recommencer? Ben oui, parce que même si évidemment en quelques années d'écriture, il y a forcément comment dire, un savoir-faire, une maîtrise, des pièges dans lesquels on tombe plus. Hein, il y a quand même le temps à jouer quand même, mais j'ai pas du tout moi la sensation de. Tu vois, par exemple, quand j'avais eu le prix de la SGDL, je sais que parfois les gens avaient été un petit peu surpris de ma réaction parce que je n'avais pas montré un enthousiasme et donc les gens avaient cru que j'étais déçu ou que j'y prêtais pas d'importance alors que j'étais au contraire très honoré, mais justement beaucoup trop parce que j'avais l'impression, mais je me dis mais genre pour moi c'était un prix, mais c'est pour les, je veux dire, c'est pour les vrais écrivains, c'est pour les mecs qui ont vraiment fait des choses importantes quoi. Et alors j'étais plus déstabilisé en fait que parce que c'est complètement dissocié en fait entre le personnage de l'écrivain dont on peut parler comme ça, de dire ces romans parlent de ça, etc. Et la pratique, parce qu'au moment où on est en train d'écrire un livre, moi je me pose pas du tout cette question de quoi ça parle, par exemple. Je me dis pas, par exemple, je ne me suis jamais dit, je vais écrire un livre pour faire parler ceux qui n'ont pas la parole habituellement. Je me pose tellement, c'est pas un programme, c'est pas une, tu vois. Je me souviens, pour Loin d'eux, le premier roman m'a parlé comme ça d'une volonté politique dans mon travail et tout ça. Je n'aimais pas du tout, enfin, mais vraiment pas, quoi. C'est-à-dire que je parle de ce qui me touche et des gens que je connais. C'est beaucoup plus simple, tu vois, beaucoup plus que
c'est pas une vision comme ça. Je me dis pas un matin en me levant, tiens, je vais devenir écrivain et puis je vais écrire des gens dont personne ne parle. Il faut que quelqu'un le fasse. Je vais m'y coller. Non, c'est pas ça du tout. Non, tu fais ton travail d'écrivain. Ouais. Après, le texte appartient aux lectrices et aux Ouais, ouais. lecteurs. Non, Et mais après, quand on dit ça, je reconnais bien que c'est vrai. Enfin, je veux pas dire que c'est pas vrai, mais c'est vrai qu'en même temps, je me sens un peu dissocié de ça. D'accord. Mais c'est le travail précisément des créateurs. Donc, lui, quand il est devant sa page, il travaille. C'est vrai qu'il, je suppose que c'est ce que tu veux nous dire, c'est pas dire, bon, je vais écrire sur telle histoire parce que les gens Non. souffrent et tout ça. Bien, Ouais, bien ouais, évidemment. ouais. Mais en même temps, c'est ça, tes textes. Ben oui. J'ai lu qu'un critique, je citerai pas son nom, a dit les livres de Laurent Monvigny ne sont pas gays. Mais en fait, c'est la vie qui n'est pas gaie. Ben oui. Bah, ça, c'est pareil. Je trouve c'est toujours des espèces de catégories un peu enfermantes comme ça. Une fois, quelqu'un m'avait dit, un universitaire m'avait dit, ah, moi, je lis pas vos livres parce que ça a l'air trop triste. Je dis, vous savez, il y a plein de choses tristes dans la vie, pourtant, il va bien falloir les vivre. Hein. Alors, c'est pas une punition quand même. Et c'est des choses que je comprends pas. En fait, vraiment, comme ça dépend ce qu'on demande aux livres. Alors, je sais bien que les gens demandent aux livres de les divertir, de les distraire, etc. Moi, je pense que je fais partie des gens qui pensent encore, il y en a encore quelques-uns qui pensent comme ça, qu'un livre peut servir pas seulement à divertir, mais aussi un peu à avertir, un peu pas à convertir du tout, mais en tout cas à avertir, un peu de dire... paradoxalement, je pense que la fiction a un pouvoir de réveil et de rapport à la vérité, de rapport à essayer justement de se sortir, la tête comme ça de cette espèce d'endormissement dans lequel on est. Moi, j'ai l'impression qu'un livre peut nous réveiller, quoi. Il y a la phrase de Kafka, j'avais fait mettre ça sur mon site, la phrase de Kafka, si un livre ne vous donne pas un coup de poing sur la tête, il ne sert à rien. Et c'est-à-dire qu'autant je ne me sens pas un écrivain programmatique comme ça, à dire je vais parler des gens dont on ne parle pas, autant par contre je veux pas j'ai quand même toujours envie et besoin pour moi, parce que j'ai besoin de ça aussi en tant que lecteur, qu'un livre nous bouscule, qu'un livre nous dérange, qu'un livre nous emmène ailleurs, qu'on soit un peu plus vivant. Alors moi je m'en fous qu'il soit gay ou pas gay, mais par contre, je veux qu'on se sente plus vivant après l'avoir lu qu'avant, en fait. Ça, par contre. Mais tant pis si c'est un petit peu désagréable, si ça pique un peu, c'est pas grave. Et c'est pas gay, moi je m'en fous que ce soit pas gay. Enfin, faut regarder TF1 si on veut des trucs gays et sympathiques. Alors, pour illustrer cette partie de l'entretien, je pense à ce texte Apprendre à finir, qui est sorti en 2000 et qui a eu plusieurs prix littéraires, où c'est une histoire d'un couple, et puis à un moment donné, il y a un événement, un accident terrible, et que nous rentrons dans une douleur incommensurable chez cet homme-là, et sa femme qui veut l'aider, qui veut à s'en sortir. Et là, on constate que franchement, c'est un récit, mais alors, d'une force, d'une douleur inouïe. Mais ce qu'on comprend à la fin du livre, c'est que c'est ainsi que les hommes vivent. Bah, ouais, c'est ce que tu disais. Ouais, moi, ce livre-là, par exemple, il y a des gens qui trouvaient que c'était un livre pessimiste ou je sais pas quoi, enfin des trucs, toujours des catégories, moi, qui me tombent, vraiment, les bras m'en tombent à chaque fois, toujours de ramener des livres optimistes, pessimistes, ci, cela. La vie est plus complexe que ça. L'optimisme peut être sombre et comme le pessimisme peut être joyeux. Enfin, il y a des choses. Et moi, j'espère que les livres, le roman aujourd'hui, c'est un des rares espaces où on a le temps d'aller vers la nuance, d'aller vers justement ce qui ne peut pas se réduire comme ça à 2-3 mots. Et pour ce livre-là, par exemple, moi, c'est un livre qui raconte l'émancipation d'une femme, une femme qui a été élevée avec l'idée qu'un
qu'un amour, le père de ses enfants doit être l'homme qui doit être l'homme de toute sa vie, l'homme de sa vie, quoi. Et puis elle comprend que peut-être, l'amour, il y a peut-être un moment, ça se termine. Et, euh, et que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, que ça peut être aussi un nouveau départ, etc. Et donc il y a des gens, par exemple, qui ont perçu ce livre comme très sombre. Il l'est, mais en même temps, pour moi, l'issue de ça n'était pas forcément négative. Donc, et c'est difficile d'essayer de faire comprendre qu'il peut y avoir une espèce de libération dans une séparation, qu'il peut y avoir de la joie dans la douleur. Pour moi, l'art du roman, c'est quand même justement essayer d'aller faire sentir toutes ces zones un petit peu qu'on connaît tous dans la vie, qu'on éprouve dans la vie, qu'on n'arrive pas à nommer justement. Et moi, je me dis que l'espace du roman, c'est cet endroit qui va aller chercher toutes ces zones de nuances de gris, pour reprendre un titre à la mode, et que c'est quelque chose de très important de le faire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Moi, je sais j'allais dire en tant que lecteur, mais en tant que citoyen, c'est une parole qui me manque en fait. Que je trouve peu, que je trouve peu, même au cinéma. Pourtant, j'aime beaucoup le cinéma, mais et j'ai l'impression qu'il n'y a que le roman qui peut me donner ça. Le théâtre peut-être un peu aussi, mais dans le roman, le rapport à la nuance, le rapport à comment on passe d'un état à l'autre, comment on peut passer justement de dire tiens, c'est un truc triste, c'est un truc pas gai, mais comment d'un seul coup on peut trouver une espèce d'euphorie, comment on peut trouver une espèce de joie, de libération. Mais c'est des basculements ou des points de glissement. J'ai envie de dire, c'est plutôt ça qui m'intéresse, entre deux sentiments qu'on va bien nommer, qu'on va définir, que la publicité peut définir très facilement. Un sourire, tac, comme ça, tac, tac. Et toi, tu te dis, entre le sourire et puis le moment où tu vas penser à quelque chose, au nuage qui passe dans le regard, tu te dis, tiens, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et là, je pense que ça, le roman peut aller sentir ça. Une espèce presque d'impressionnisme psychique, en fait. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je veux dire, moi, après que le roman soit gay, machin, on s'en fout, dans le sens où ce qui m'intéresse, c'est comment il passe d'un état à l'autre, comment on passe d'un sentiment à l'autre, d'une émotion à l'autre, ça, pour moi, c'est le cœur du travail du romancier. Il est quand même dans ce travail de la nuance, en fait, du glissement. J'avais envie de rebondir sur cette question de nuance, puisque tout est nuance, en fait. Et des hommes, un texte comme Des hommes qui est paru en 2009, on a dit, au départ, on s'est précipité en disant c'est un livre sur la guerre d'Algérie. Et ce n'est pas un livre sur la guerre d'Algérie. Mais non. C'est un livre sur la guerre intime, quand les fantômes sont dans les esprits des hommes et tout ça. C'est ça, moi je trouve que la nuance. C'est pas un énième livre sur la guerre d'Algérie, c'est autre chose. Mais c'est pour ça que ce livre, par exemple, c'est un livre qui avait beaucoup marché, parce qu'effectivement, on disait c'est un livre sur la guerre d'Algérie. Et en France, c'est un livre en général, les livres sur la guerre d'Algérie, à l'époque, ne marchaient pas du tout. Et celui-ci a marché parce qu'en fait, c'était un livre d'abord qui était écrit par quelqu'un qui n'avait pas connu cette guerre, mais dont les parents l'avaient connu. Moi, j'avais un point de vue, évidemment, qui était un point de vue d'une autre génération. Et ce que j'ai plutôt vu, moi, c'est pas la guerre d'Algérie, c'est l'onde de choc sur mon père, sur mes oncles, sur les gens du village où j'ai passé mon enfance. Et parfois, les gens ne comprenaient pas. Ils me disent, mais c'est bizarre, votre livre sur la guerre d'Algérie, il y a les 100 premières pages, ça se passe à la campagne dans les années 2000. Et donc, mais pourquoi l'intro est si longue? Et je dis, mais parce que ce n'est pas une intro. Oui. Parce que ce n'est pas une intro. Le roman, il parle de comment la mémoire d'une guerre s'imprime en nous, comment les fantômes vivent en nous, et puis comment on ne peut pas comprendre la guerre si on ne comprend pas l'intimité de ceux qui l'ont faite. C'est-à-dire que quand ils sont sur le terrain de la guerre, ils sont aussi portés par ce qu'ils ont vécu dans leur vie avant. Et moi, c'est important de dire, un jeune paysan qui sort de la Loire ou de je sais pas où, qui connaît que ses vaches et qui se retrouve d'un seul coup, je sais pas où en Algérie,
le type, il voit des gens, il rencontre des Algériens, et il voit c'est des paysans, ils sont comme lui en fait. Et il se dit, ah mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il se rappelle que quand il était petit, ses parents lui parlaient euh, des Allemands, ils lui parlaient de la collaboration, ils lui parlaient de l'occupation. Et il dit, mais est-ce que je ne suis pas un occupant aussi? Donc tout ça, c'est travaillé par toute cette mémoire, tous ces récits qui s'imbriquent, et donc par l'intimité des gens, par le vécu des gens. Être un instituteur citadin ou être un paysan, euh, même si on se retrouve au même endroit en ayant le même âge, on n'a pas le même parcours, on n'a pas le même vécu, donc forcément il y a des choses qui vont frotter, qui vont créer des... Et moi ça m'intéresse beaucoup, la façon dont... Donc c'est vrai, oui, c'est un livre, c'était toujours très étonnant de parler de ce livre, et très émouvant à chaque fois, parce que dans les rencontres en librairie, par exemple, c'est un livre, les gens venaient, et au fond, ils venaient, personne me parlait de la guerre d'Algérie en fait. Chacun me parlait de sa vie, chacun me parlait de son frère, de sa mère, de son père, et c'était très émouvant pour ça. Et c'est un livre qui a rencontré un vrai lectorat parce que je pense que les gens se sont sentis intimement touchés dans cette histoire-là, justement parce que ce n'était pas un livre sur la guerre d'Algérie, c'était un livre euh, via la guerre d'Algérie, traversé par la guerre d'Algérie, mais comme les Français ont été traversés. Par exemple, il y a un truc moi qui m'a beaucoup énervé. C'était l'idée, on me disait ouais mais parce que ça on entend ça depuis longtemps, les Français ils sont nuls, ils savent pas faire un livre sur ils osent pas parler des sujets qui les dérangent. Les Américains ils ont parlé du Vietnam tout de suite. Et je dis mais on peut pas comparer. Le Vietnam, les Américains ils sont restés 8 ans au Vietnam. Euh, L'Algérie a été française 132 ans. Je veux dire, c'est une histoire intime, beaucoup plus puissante et beaucoup plus. Il y a une vraie histoire d'amour, quelque chose et de haine évidemment, mais quelque chose de très 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 profondément intime. Et puis les familles américaines, c'est un Américain sur 4 qui a été touché par le Vietnam. Les Français, c'est 1 sur 2. Donc c'est vraiment dans la chair. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était quand même de trouver le lieu intime de ça. Pas de parler d'une guerre, parce que sinon on peut parler de n'importe quelle guerre. Mais non. Et souvent, je me disais, moi, ce que je voudrais, c'est que, en écrivant ce livre, je me disais, parce que j'en avais lu beaucoup, et je voyais pour moi ce qui marchait pas dans les livres, dans le côté contextuel. Je me disais, ce que je voudrais, c'est qu'un Péruvien qui n'a jamais entendu parler de la guerre d'Algérie, etc., se dise, je connais cette histoire. Je reconnais des gens que j'ai connus, que j'aime. Voilà, toucher à quelque chose d'intime qui touche vraiment une part humaine de chacun, en fait, et y compris quand on ne connaît pas du tout la guerre d'Algérie. Ça, c'était important. Tu disais à un moment donné que les gens qui venaient dans les librairies sont venus parce qu'ils ont des histoires personnelles, intimes et tout ça. Et ça me permet de dire, chacun apporte une histoire de la nuit avec lui, ce qui nous amène à ce roman qui est sorti en août 2020, Histoire de la nuit, précisément, qui était une chronique rurale, hein, un bourg et puis quelques hameaux, où il y a un personnage et son épouse et leur enfant, c'est Bergone, hein, et Marion et leur fille Ida. Et puis il y a une artiste qui vit là, qui est arrivée de Paris, je pense, Christine, qui est là. Donc, et tout va se jouer dans ce hameau, parce qu'à un moment donné, il y a éruption de personnes qui viennent d'ailleurs de plus loin, 3 personnes, et il y a quelque chose. Donc, on va y aller tranquillement. Un roman de 600 pages, un roman qui parle toujours de cette histoire de la condition humaine, pour moi. Et c'est un roman qui, à mon avis, si tu permets, allie un certain nombre de choses. On a l'impression que nous sommes dans une intrigue comme un thriller, mais en même temps, on a l'impression que c'est une peinture théâtrale. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et il y a quelque chose dans ce roman, au-delà de l'histoire des individus, de leur tragédie, il y a quelque chose qui prend à la gorge le lecteur ou la lectrice. C'est le souffle qui anime ce texte.
C'est assez impressionnant. Ce souffle-là, on a l'impression que... Mais non, ça ne s'arrête pas. Et on y va. Et ça ne s'arrête pas. Et on y va, on y va. C'est comment l'écrivain, avant de discuter de ces personnages, comment l'écrivain, précisément toi l'écrivain, comment tu opères cette magie de l'écriture, de livre en livre, et pour arriver à un texte qui nous met en haleine, qui nous prend et qui ne nous lâche plus. C'est complexe comme question parce que c'est... Pardon. Non, mais je peux te dire la petite histoire un peu du truc, parce que je pense que ça tient beaucoup à ça quand même. C'est un livre qui est né en fait à partir d'un scénario court d'une 30aine de pages. J'avais réalisé un court-métrage en 2017, mais c'était un court-métrage qui avait un côté un peu théâtral, c'est-à-dire dans le rapport à la parole. Et je me suis dit, j'ai eu envie de faire un autre court-métrage après, et puis un autre film, et je voulais un truc qui soit plus silencieux, avec des gens qui plus sur l'espace, le développement dans l'espace, etc. Et je me suis dit je me suis dit, tiens, un truc un peu comme ça, une question d'une sorte de prise d'otage avec un truc un peu thriller, justement. J'ai dit, ça serait bien parce que ça serait l'occasion de faire vraiment un truc où les gens se regardent, où chaque petit geste devient un événement considérable. Bon. Et puis au cinéma, c'est un truc très classique comme genre. Mais moi, je le voyais plus, ça me permettait beaucoup de choses en termes de mise en scène. Donc ça m'intéressait pour ça. Donc j'ai commencé, je fais mon petit scénario, etc. Et puis pour plein de raisons, ça n'avance pas, le truc se fait pas. Puis quand même, au fur et à mesure, je me disais, tiens, mais ça donnerait quoi ça, en roman, ça donnerait quoi? Et tout en me disant, mais le problème d'un scénario comme ça, c'est que on l'a vu 300 fois au cinéma, 3000 à la télévision. Et donc je me dis, puis la question c'est, on vit tous des choses très clichés dans la vie. Je me dis, mais si ça arrive en vrai, quand tu vis une situation cliché dans ta vie, tu vois bien qu'il y a un espace qui sépare ta vie du cliché. Tu vois bien que ça ressemble à de la fiction, mais que c'est la réalité. Qu'est-ce qui fait qu'on a la différence qu'on peut avoir, par exemple, si tu as le vertige parce que tu regardes une image qui te donne le vertige, c'est pas le même vertige que tu éprouves si tu es réellement en train de tomber. Et je me disais, en fait, il faudrait réussir à faire un roman qui nous donne vraiment l'impression d'être dans la réalité et pas dans la vision qu'on en a. Et je me suis dit, mais en fait, il faut faire un anti-scénario. Il faut faire le contraire du scénario. C'est-à-dire reprendre tout le scénario, comme le ferait un auteur de polar ou de thriller, donc avec vraiment tout bien fait, tout comme ça, du coup, un an vraiment que sur la question scénaristique. Et puis après, il faut tout casser. Mais pour casser, je ne vais pas casser en faisant comme on peut faire, c'est-à-dire en supprimant, en enlevant. Je vais faire le contraire. Je vais ajouter. Je vais étirer au maximum un truc qui devrait prendre dans un thriller normal, qui devrait prendre, au contraire, être très rapide. Et bien, je vais, au contraire, le faire très lentement. Et je me suis dit, je vais me fixer comme principe de base un nombre de pages par chapitre. Je me suis dit, sur mon truc, ça faisait 7 pages, ça devait faire à peu près l'équivalent, on va dire, en page normale, ça devait faire 14-15 pages à peu près. Je me dis, chaque chapitre, alors quand tu as plein de choses, parce qu'il y a un événement, ça va vite, mais quand il se passe 3 fois rien, juste l'autre, il entre, il traverse la pièce. 15 pages avec ça, démerde-toi. Il faut les faire. Et alors, du coup, tu es obligé d'inventer cette histoire, tu es obligé d'aller chercher, tu dis, oui, mais c'est qui? D'où il vient? Pourquoi il est là? Et puis, comment les autres le regardent? Et ça devient complètement affolant. Et puis, c'est aussi pour ça que les phrases se sont aussi allongées considérablement. C'est qu'à un moment, il traverse une pièce comme ça, tu dis, je ne peux plus, moi, en termes de souffle, je ne peux pas interrompre son mouvement. J'avais l'impression que poser un point, c'était arrêter le personnage en plein milieu de la pièce, puisque j'ai rien, il n'y a rien. J'ai rien, j'ai juste quelqu'un qui vient là, puis un autre qui passe là. Donc il fallait l'organiser, mais vraiment, en plus, je pensais vraiment à un jeu de caméra. Je pensais vraiment à un truc de mise en scène, dans le sens presque de c'était un ballet, quoi. Pour moi, c'est de la chorégraphie. Et donc, il fallait que j'organise une espèce de circulation des corps entre eux, que j'organise une circulation des regards, que j'organise la circulation, j'allais dire, entre les mots. Il fallait trouver tout ce qui ne se dit pas. Et il fallait que les mots dansent avec ça, quoi.
Et donc essayer de faire. Et donc je me suis pris au jeu de ça, et c'était totalement fou à faire. C'était totalement fou parce que des fois j'y arrivais pas. Puis à un moment je trouvais un petit truc. Je me souviens d'un chapitre. Il y a un chapitre, je crois que c'est le 29, qui commence par en fait il se passe rien dans ce truc. Comment faire Donc en fait il faut le faire encore plus lentement parce qu'en fait essayons de décrypter un geste. Un petit peu comme les images qu'on connaît de Newbridge et tout ça, de décomposition du mouvement. Alors essayons d'étirer au maximum. Alors évidemment, ça produit un effet qui est incroyable, c'est que ça produit un effet de tension en fait qui est dingue. Et en écrivant ça, je le ressentais quoi. C'était assez magique à écrire. Mais c'est ça, étirer, tout le monde peut être étiré comme ça, mais on pourrait s'ennuyer. Sauf que là, on ne s'ennuie pas. C'est ça ce qui était. Quand tu nous expliquais. Je vais, si tu permets. Oui, bien sûr. Un exemple, dès la première page, dès la page 9, avec ce paragraphe, je vais lire cet extrait-là, mais je crois que je serai incapable de le lire jusqu'au bout. Elle le regarde par la fenêtre, et ce qu'elle voit sur le parking, malgré la réverbération du soleil qui l'aveugle, et l'empêche de le voir comme elle aimerait, lui debout adossé à ce vieux kangou, qu'il faudra bien qu'il se décide à changer un de ces jours, comme si, à l'observer, elle allait pouvoir deviner ce qu'il pense, quand il se contente peut-être seulement d'attendre qu'elle sorte de cette gendarmerie, où il vient de l'emmener pour la... Combien de fois déjà 2 ou 3 en 15 jours? Elle ne sait plus. Ce qu'elle voit donc, alors... qu'elle est un peu surélevée par rapport au parking qui semble légèrement incliné après le bosquet, debout près des chaises de la salle d'attente, entre une plante rachitique et un pilier de béton peint en jaune, sur lequel elle pourrait lire des appels à témoins si elle prenait le temps de s'y intéresser. C'est comme elle la domine légèrement, la surplombant et de ce fait l'observant déformée, un peu plus tassée qu'elle ne l'est réellement, la silhouette compacte mais grande, solide de cet homme dont elle se dit maintenant qu'elle a sans doute depuis trop longtemps pris l'habitude de le voir comme s'il était encore un enfant. Non pas son enfant, elle n'en a pas, et n'a jamais éprouvé le désir d'en avoir, mais un de ces gosses dont on s'occupe occasionnellement, comme un filleul ou un de ses neveux, dont on peut jouir égoïstement du plaisir qu'il nous donne à profiter de leur enfance sans avoir à s'encombrer des tracas que celle-ci provoque, que leur éducation génère comme autant de dégâts collatéraux inévitables. Première phrase. Dit comme ça, ouais, tu dis, il va avoir le vertige. Ouais, mais c'est vertigineux l'écriture, précisément. C'est cela. Et je nous expliquais comment étirer, mais je n'arrive pas à comprendre comment étirer. C'est un vertige à chaque page. Mais parce qu'en fait, quand je dis étirer comme ça, on a l'impression que c'est seulement horizontal. Du coup, on a l'impression que c'est comme ça, alors qu'en fait, c'est plein de mouvements, puis ça intègre plein de... Ce qui était très jouissif pour moi dans l'écriture, et j'espère à la lecture, je le crois, que ça fonctionne pas trop mal, c'est que ça peut intégrer du coup, par exemple, les discours intérieurs, les pensées des personnages, ça peut passer de l'un à l'autre. Du coup, c'est quelque chose de très fluide, de très en mouvement tout le temps. Et finalement, je pense que pour le lecteur, parce que ce qui était important pour moi, c'est qu'on ne se perde jamais. C'est qu'on ne s'y perde pas, qu'on soit dans dans le mouvement de la langue, mais aussi dans le mouvement dans l'écriture, mais qu'on soit très, très proche, très en accord avec la situation concrète, physique d'un moment, mais aussi la situation psychique, mentale des uns et des autres. Donc il fallait que ça épouse tout ça pour que le lecteur soit aussi en train de lire un roman qui ne le laisse pas sur le côté, qu'on soit... parce qu'effectivement, je voyais bien que c'était parti pour être un livre à longue haleine, etc. Et pour moi, l'idée, c'était quand même qu'on ait, qu'on ait quelqu'un qu'on ait un rapport au personnage qui soit intime, une fois encore, avec le lecteur. C'est-à-dire porter formellement une langue qui soit là, qui soit dense, mais qui en même temps qui disparaissent par l'intimité qui se crée entre le personnage et le lecteur, quoi. Donc c'est cette espèce de mouvement comme ça, toujours de balancier, quoi. Et je vais te surprendre, j'ai lu cet extrait, et quand je l'ai lu la première fois, quand j'ai lu le roman 2 fois, et ça m'a fait penser à Albert Camus dans un texte, Le Premier Homme, et l'avant-dernier chapitre du Premier Homme, c'est Obscur à soi-même. Et il y a 9 pages
insupportable à lire, tellement il y a de souffle, de rythme. C'est assez extraordinaire. Il n'a pas continué. Après, il n'a pas fait ça avant. Ouais. Mais ça m'a fait penser Ah ouais, à ce marrant, je connais travail pas ça, ouais. d'Albert Camus. Ouais. Et j'avais envie de te le dire, précisément, juste ce passage-là. Mais au-delà de l'histoire, et on en parlera rapidement de ces... Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je trouve si je peux me permettre d'utiliser ce mot, d'une réussite incroyable, c'est que ce roman, c'est le roman du souffle, du rythme, de la musicalité, c'est-à-dire un style littéraire affirmé. Bah, ça fait quand même plus de 20 ans que je m'y colle, alors au bout d'un moment, j'espère que oui, ça va se voir un peu quand même. Non, mais après, oui, il y a aussi ça, je pense que je dirais pas que c'est un aboutissement parce que c'est pas vrai, mais en tout cas c'est pas. Puis aboutissement, ça voudrait dire que c'est terminé, donc ça m'emmerderait un peu, mais c'est un cheminement en termes d'écriture qui a commencé depuis longtemps. Ouais, moi, mon premier roman, je l'ai écrit il y a, je sais pas, 22 ans, quoi. Et donc, enfin, mon premier roman publié, je veux dire. Donc, il y a un cheminement dans l'écriture. Il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu plusieurs. Voilà, moi, je passais les premiers livres étaient des monologues. Au fur et à mesure, on est passé à la troisième personne. Mais je pense qu'il y a une souplesse du monologue qui reste là-dedans, par exemple. Même si à la troisième personne, ça intègre d'autres formes narratives. Et je vois bien comment, par exemple, la langue s'est simplifiée sur plein de choses. C'est drôle parce qu'elle s'est à la fois simplifiée sur beaucoup de choses et du coup, ça me permet d'en avoir un usage beaucoup plus complexe. Alors que les premiers livres sont plus difficiles à lire d'un point de vue peut-être un peu plus... Ils frottent un peu plus pour le lecteur. Mais plus je me suis débarrassé de certaines choses, plus ça a pu prendre une sorte d'ampleur formelle et qui m'a à la fois libéré moi, et c'est à la fois plus complexe et plus simple en même temps. Mais je pense que ça, c'est quand même un travail qui est lié aussi à le fait d'y travailler tous les jours depuis quand même très longtemps, et puis de continuer à lire beaucoup de romans. Parce qu'il y a ça aussi, par exemple, moi, c'est une chose qui m'épate beaucoup quand je parle avec pas mal de romanciers, c'est que je connais beaucoup de romanciers qui ne lisent pas de romans, en fait. Et qui ont même parfois un certain, pas mépris, mais un peu peut-être, presque de condescendance avec ça. Alors je me demande comment ils font déjà pour vivre cette schizophrénie quand même que ça doit être, d'écrire soi-même des romans et de ne pas en lire. Et d'autres qui lisent des romans, mais qui lisent souvent des romans traduits. Et du coup, parfois on a l'impression que leurs propres romans sont traduits dans une langue qui n'existe pas. C'est très bizarre, il y a des romans en français qui sont des romans traduits d'une langue qui n'existe pas. C'est pas les meilleurs, hein, ceux-là en général. Mais et moi je sais que depuis sur ça je lâche pas un truc, c'est que vraiment je m'astreins vraiment à lire beaucoup de romans. Donc c'est bien aussi d'être dans un festival comme ça de primo-romanciers, comme on dit, parce que moi ça m'intéresse toujours de voir, y compris ce que font les gens qui arrivent après moi, parce que je regarde comme ça des fois, alors je lis pas tout, hein, mais ça m'intéresse toujours parce que je crois qu'il faut toujours remettre son écriture sur ça. C'est pas seulement de remettre le métier, c'est aussi de trouver dans des formes d'autres gens et puis une autre façon d'approfondir sa propre voix, en fait, d'aller chercher chez les autres sa propre voix. Et puis, il y a des écrivains, il y a des livres comme ça. Moi, je me souviens quand j'avais découvert Krasznahorkai il y a quelques années, par exemple, le hongrois. Moi, je sais que ça me fait avancer, mais ça me nourrit. Et puis, c'est des rencontres. Et ça, je pense que ce livre-là, il fait aussi partie des dialogues que j'ai avec des écrivains que je connais pas, d'ailleurs, hein, mais des gens qui parfois même sont opposés entre eux, littérairement, mais qui, moi, me nourrissent à tel endroit. Joyce Carol Oates, tel endroit, ça m'intéresse. Un tel autre, ça va être tel endroit, ça va m'intéresser à cet endroit-là. Comme ça, après, je fais ma petite cuisine. Mais je sais que Histoire de la nuit, par exemple, c'est un livre qui dialogue avec plein d'écrivains, dont l'écriture rencontre celle de plein d'écrivains. Mais il y a des écrivains qui t'ont traversé plus que d'autres.
Ah bah oui, comptent oui. pour toi plus que d'autres. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que c'est des rencontres qui dans le temps, sur 25 ans, il y a des gens qui changent, qui reviennent, d'autres qui sont un peu passés, puis d'autres qui... Mais c'est comme les rapports qu'on a un peu des fois avec la famille ou avec des vieux amis, en fait. Des fois, on les voit moins souvent, mais on les aime toujours. Je pense à Thomas Bernard, par exemple. Voilà, Thomas Bernard, ça a énormément compté dans le rapport, justement, on parlait du souffle, dans le rapport au souffle, dans le rapport pas seulement au rythme, dans cette puissance de propulsion euh, on sent, par exemple, moi, ce que j'ai, par exemple, Thomas Bernard, c'est un écrivain qui m'a fait comprendre une chose toute bête, c'est qu'un auteur, il est sa propre dynamique, et que parfois simplement de se dire, bon, je veux tourner autour de ça, et je sais pas comment tourner autour de ça, ça m'énerve, comment je vais tourner autour de ça, et puis ça y est, il est en train de le faire, en fait, simplement parce que sa colère à ne pas réussir à s'y mettre fait qu'il est en train de s'y mettre. Et ça, moi, quand j'ai compris que mon impuissance, par exemple, était une force et pas, et pas du tout une faiblesse, et que nos faiblesses sont nos forces. Ça, quand tu comprends ça, tu comprends qu'en fait, euh, il faut. C'est pour ça, par exemple, ce que je disais au début, je parlais de l'écrivain, c'est pas moi, parce que l'écrivain, on a toujours l'impression que c'est quelqu'un qui sait, qui est fort, qui sait, etc. Or que celui qui écrit n'est pas fort. Il est fort de sa faiblesse, il est fort de ses manques, il est fort de ce qu'il rate, il est pas fort de ce qu'il sait faire, il est fort de ce qu'il ne sait pas faire. C'est ce qu'il ne sait pas faire qui le nourrit, c'est pas ce qu'il sait faire. Ce qu'il sait faire nous encombre, ce qu'on sait faire, ça nous emmerde, c'est un poids. Il faut aller vers ce qu'on ne sait pas faire parce que c'est là qu'est le désir, c'est là qu'est l'énergie, et c'est là que cette petite voix justement qui nous propulse et qui nous donne le souffle d'y aller, c'est vraiment dans cet endroit de dire ah, ça, je ne sais pas comment occuper ce vide, je ne sais pas comment dire. L'histoire de la nuit, par exemple, je m'apercevais, plus j'ai avancé, plus je voyais bien cette terreur enfantine qui en guide l'écriture. Je ne sais pas la nommer. Et c'est parce que je ne sais pas la nommer que je peux faire ce livre. Et je ne sais toujours pas la nommer. Peut-être du coup, je pourrais en faire un deuxième, un autre comme ça. Mais pour moi, c'est extrêmement important et c'est ça que j'aime lire dans les romans des uns et des autres. C'est pas ce qu'ils savent faire, c'est ce que je vois qu'ils ne savent pas faire qui motive à trouver des solutions en fait. C'est pas anodin que tu aies parlé de Thomas Bernard. En tout cas, pour moi, c'est pas anodin. Parce que c'est aussi un homme de théâtre. Et puis, on dit que l'univers de Thomas Bernard est assez dur, assez fort. Donc, et puis, toi aussi, tu es un homme de théâtre. Donc, il me semble que... Ah bah oui, oui. Bah parce qu'il y a cette question de l'incarnation aussi, cette question de mettre les pieds dans le plat, d'y aller, de dire les choses, quoi. De dire les choses et en même temps de les dire avec... en acceptant complètement l'endroit de nos faiblesses, c'est-à-dire de dire, bon, de nos désespoirs, de nos attentes, de nos pas de côté, de nos errances, de nos ressassements, etc. Et oui, c'est vrai que Thomas Bernard fait partie de ces gens, moi, qui ont été totalement fondateurs dans peut-être j'ai reconnu ma propre colère là-dedans, tu vois, parce que mais c'est toujours pareil, ça c'est comme la question des influences, se dire on est influencé par un tel ou un tel, à la fois c'est vrai, et puis en même temps, moi j'ai toujours tendance à penser qu'en fait, c'est pas tellement on est influencé, c'est qu'en fait, on retrouve chez quelqu'un quelque chose de soi qu'on sait pas forcément encore nommer, qu'on sait pas. Et moi j'ai tendance à penser que les livres qu'on a aimés, c'est parce qu'ils appellent nos propres livres en fait, qui sont pas écrits mais qui sont là, qui sont déjà en devenir, qui ont envie d'arriver. Et oui, il y a eu plein d'écrivains comme ça, Thomas Bernard, mais bon, on pourrait dire évidemment Beckett, évidemment Duras, évidemment Claude Simon, tous ces gens-là, quoi. Oui. Alors, le temps passe vite, mais j'avais envie d'évoquer la présence féminine dans tes textes. Et on constate que ce sont souvent des survivantes, mais des battantes, des femmes entre guillemets peut-être en colère, qui essayent de se réaliser. Ça traverse ton œuvre. Ouais, mais peut-être parce que moi, mon père est mort que j'étais assez jeune et j'ai vu beaucoup peut-être ma mère, peut-être.
Ça a joué, peut-être. Non, et je crois qu'aussi, j'ai passé mon enfance et mon adolescence à la campagne, et j'étais un enfant qui a été pas mal malade, tout ça, et donc je me dis que peut- je voyais un petit peu comment, je sais pas, j'avais l'impression que je voyais des hommes qui étaient mal à l'aise dans leur rôle d'homme. On leur demandait de jouer un rôle d'homme fort, et je les sentais pas très heureux en fait. Puis parfois je les trouvais un peu ridicules, c'était un peu triste tout ça. Et je me dis mais moi je veux pas être ça, moi, je veux pas être ça. Et du coup je sais que les femmes m'intéressaient beaucoup plus parce que je les trouvais plus discrètes, mais profondément je les trouvais plus fortes et plus fortes aussi de ce qu'elles assumaient de faire d'une certaine manière de faire. Elles faisaient semblant de ne pas être fortes parce on leur disait qu'elles n'avaient pas le droit de l'être. Donc elles avaient accepté ce rôle-là, mais en même temps, en par en dessous, elles prenaient les choses en main beaucoup plus. Et je les trouvais vachement plus émouvantes en fait. Et je m'identifiais plus à elles parce que je m'identifiais plus à ce comportement qui consiste à jouer le profil bas, à se dire profil bas. Ce que tu aimes, ce que tu es, il faut pas le dire parce que c'est pas comme ça qu'on te demande d'être. Donc profil bas, mais t'en penses pas moins et tu fais tes trucs. Et je trouvais, pour moi par exemple, si on prend Ulysse et Pénélope, pour moi Pénélope, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tisse, euh, elle écrit en fait. Pénélope, elle est écrivain, c'est évident. C'est elle. Homère, c'est Pénélope. Pour moi, c'est absolument évident. D'ailleurs, tisser, je crois que c'est la même étymologie qu'écrire, que texte. Et il y a quelque chose pour moi je trouve qu'il y a dans l'image dans l'idée de la femme une espèce de patience. Et pour moi, le travail de l'écriture, c'est lié à la patience et à ce besoin comme ça de pas crier. Il y a des gens qui crient et il y a des gens qui écrivent. Et je pense que c'est deux démarches totalement opposées. Et pour moi, justement, il y a dans les personnages des femmes quelque chose qui est proche de la position de l'écrivain, parce que c'est la position de celui qui apprend à vivre dans un monde qui lui est pas favorable, qui lui est peut-être hostile, et avec lequel il doit composer. Et donc voilà, pour moi, c'est quelque chose de très lié à ça. Merci Laurent. On va prendre peut-être s'il y a des questions. Une remarque suivie de questions. Laurent, Histoire de la nuit, un magnifique roman. Quelle écriture! J'aimerais savoir dans quelles conditions vous écrivez, le matin, la journée, le soir. Est-ce qu'avec des ambiances particulières? Oui. Et une autre question, comme ça il nous répond aux deux. Comment vous travaillez avec votre éditeur Minuit? Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges sur les textes? Alors, pour chaque livre, c'est différent. Pour les deux questions, d'ailleurs, je peux répondre un peu la même chose. C'est différent à chaque livre. Histoire de la nuit, c'était un truc très particulier parce qu'il se trouve que là, quand je l'ai écrit, la bonne partie de l'écriture, en fait, donc comme je vous disais, c'était scénarisé déjà. Donc tous les jours, je me mettais à un moment à me dire, tiens, je vais commencer mon chapitre, voilà, sur ça. Par quel biais je vais prendre pour entrer dans cette matière-là. Et là, c'est un livre que j'écrivais plutôt le soir. Alors, c'était un peu particulier parce que j'étais à la maison, mon fils était malade, je gardais mon fils la journée. Et donc j'écrivais pas trop la journée, parce que d'habitude, j'écris plutôt le matin. Et c'est un livre que là, j'ai écrit plutôt le soir, voire la nuit. Ce qui m'arrive jamais, en fait. Et parce que j'aime pas écrire la nuit, parce que je fais déjà des insomnies. Alors, si en plus j'écris la nuit, c'est foutu, quoi. Mais globalement, moi, j'écris plutôt le matin, on va dire. Si je devais faire une journée type, ce serait plutôt d'écrire le matin, d'aller me promener l'après-midi en réfléchissant à ce que j'ai écrit le matin. J'ai mon petit programme, comme ça, et puis la nuit, en général, je me réveille parce que je me dis, ah oui, mais ce que j'ai écrit ce matin, ça va pas, parce que ceci, cela, ou alors si, ça, c'est peut-être pas mal, mais il faudrait continuer ça. Ça bouillonne comme ça, la nuit, ça fait son petit travail, et puis le lendemain matin, quand je m'y remets, du coup, il s'est passé des choses, quoi. Ça se transforme. Et en général, je reviens sur ce que j'ai fait la veille, et puis j'avance un tout petit peu vers le lendemain. Comme ça et je reviens toujours. Voilà.
Il y a un truc comme ça. Et puis après, avec Minuit, pour répondre à la question, ça fait maintenant, ça fait plus de 20 ans que j'ai le même éditeur, enfin la même éditrice, Irène Lindon. Irène Lindon, elle a une grande qualité, c'est qu'elle sait parce qu'elle vous fait pas de cadeaux déjà, et c'est que ce dont je la remercie vraiment. C'est pas du tout ironique de ma part de dire ça, mais parce que un éditeur qui vous fait pas de cadeaux, en fait, il vous en fait un vrai, c'est qu'il il vous fait la grâce de vous savoir suffisamment intelligent et fort et bon écrivain pour avoir le courage d'assumer vos ratés. Donc ça, c'est quand même très... Parce qu'il y a pas mal de gens qui vous font pas ce cadeau-là. Ah oui, tout va aller très bien. Sauf que quand le livre sort, après, s'il est raté, il est raté. C'est vous qui le subissez, c'est personne d'autre. Donc c'est très important. Si déjà quelqu'un peut vous dire, et c'est mieux si c'est l'éditeur, vous dire non, ça va pas, ça. Mais Irène Lindon, c'est une éditrice qui sait nommer les problèmes, qui a l'intuition des problèmes. Mais par contre, les solutions, alors les solutions, souvent, c'est de dire faut supprimer, faut enlever, etc. Parce que c'est toute une école aussi chez Minuit qui est liée beaucoup à Beckett. D'ailleurs, je pense que c'est en partie dû à Beckett, cette idée que quand quelque chose dépasse ou va pas, on enlève. Après, chaque auteur doit avoir ses solutions et moi, je pense voilà, et de ce point de vue-là, moi, elle répond tout à fait à mes attentes, qui sont, moi, j'attends d'un éditeur qui mette le doigt sur des problèmes. Les solutions, c'est mon problème. C'est à moi de trouver les solutions. C'est à personne d'autre. Mais par contre, si quelqu'un peut m'aider à voir un certain problème, à les nommer. Je me souviens, par exemple, pour Des Hommes, il y avait un personnage dont il doit rester 2-3 petites miettes quelque part, qui s'appelle Philibert, je crois. Ce personnage prenait beaucoup plus de place. Là, elle m'avait dit, mais il est beaucoup trop didactique, ça va pas du tout. Et en le relisant, je disais, merde, elle a totalement raison. Donc du coup, je l'avais vraiment... Voilà, pour moi, et ça, c'est une lecture très, très utile, mais il y a... Et en même temps, il y a parfois des endroits où je suis pas d'accord, et du coup, je fais ce que je veux. Après, voilà. Ouais. Ce qui compte, c'est que l'auteur ait le dernier mot. Voilà, donc on ne peut pas prendre d'autres questions. Merci. S'il y a quelque chose à retenir de cet entretien, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette rencontre avec Laurent Monvignier. Je résumerai, si tu me permets, la question de la nuance, la question de la vulnérabilité et la force des femmes. Merci. 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 Merci.